Les titres de votre journal. Cette journée mondiale du donneur, focus sur celles et ceux qui sauvent des vies par un simple geste. Qui peut donner son sang? Quelles sont les conditions? Réponse dans ce journal. Israël des missiles sur plusieurs villes suivre. L'interview exclusive du porte-parole de l'armée israélienne. Identité culturelle, héritage séculaire, symbole d'appartenance. Découvrons ce soir ce que ce couvre-chef représente pour toute une région. C'est tout pour le sommaire. Les détails dans un instant. Merci de nous suivre également sur nos différentes plateformes numériques. L'Israël et l'Iran au bord du précipice. Hier, 13 juin 2025, l'État hébreu a lancé une vaste offensive aérienne contre des sites nucléaires et militaires iraniens, provoquant des dizaines de morts. En représailles, Téhéran a riposté par une pluie de missiles sur plusieurs villes israéliennes. Alors que les tensions s'intensifient, la communauté internationale redoute une escalade régionale, incontrôlable surtout. Le reportage de notre envoyé spécial, Michael Tipkiou. Tout a débuté ce vendredi 13 juin 2025 où Israël a lancé l'opération Rising Lion, une série d'airstrikes massifs, plus de 200 avions, 5 vagues, environ 100 sites frappés, visant des installations nucléaires de Natanz, Ifashan, ainsi que plusieurs bases militaires dans les provinces de Kermanshah, Tabriz et Khorramabad. Les frappes ont tué au moins 78 personnes, parmi lesquelles plusieurs généraux iraniens, dont Hosseini Salami, Mohammad Bagheri et 9 à 10 scientifiques nucléaires. On dénombre également 329 blessés civils, pour la plupart selon des sources iraniennes. En réponse, dans la nuit du 13 au 14 juin, l'Iran a riposté avec le lagage d'environ 150 missiles balistiques et plus de 100 drones frappant des zones résidentielles en Israël, notamment Tel Aviv et Jérusalem. Au moins 3 à 4 morts confirmés, civils israéliens concernés. Une trentaine de blessés, certains dans un état sérieux. Israël affirme avoir intercepté la plupart des projectiles avec le dôme de fer, tandis que l'Iran dénonce une déclaration de guerre et avertit que Téhéran brûlera si les hostilités continuent. L'opération israélienne a saboté les négociations nucléaires en cours avec les États-Unis. De son côté, l'Iran met en pause tout dialogue. Au niveau international, l'ONU, le pape et plusieurs pays appellent à la désescalade. C'est une spirale de représailles potentiellement explosives qui se dessine entre Tel Aviv et Téhéran. Les deux pays continuent d'annoncer des frappes de riposte. À Téhéran, en Iran, à Jérusalem et Tel Aviv, en Israël, les populations vivent désormais la peur dans le ventre. Et depuis plusieurs mois, la guerre entre Israël et le Hamas plonge la bande de Gaza dans une crise humanitaire sans précédent. Bombardements, ripostes, civils pris au piège, tandis que la communauté internationale multiplie les appels à un cessez-le-feu. Les conditions d'une trêve durable restent encore floues. Dans ce climat de tension extrême, notre envoyé spécial en Israël a rencontré pour nous le colonel Olivier Rafouri, porte-parole de l'armée israélienne. Il revient sur les objectifs de l'opération en cours, les lignes rouges posées par Israël pour envisager une trêve et livre son point de vue sur cette situation humanitaire sur le terrain. Un entretien exclusif à suivre tout de suite. Bonsoir colonel. Bonsoir, merci de m'interviewer et un grand bonjour au Cameroun. Quels sont les objectifs militaires exacts et précis de l'armée israélienne aujourd'hui dans la bande de Gaza? Comme vous le savez, cette guerre elle a été imposée à Israël le 7 octobre 2023 par une attaque de plusieurs milliers de membres du Hamas qui ont perpétré le pire des massacres dans notre histoire. 1200 morts, femmes, enfants, vieillards, tués, massacrés, violés en quelques heures. D'abord, le retour de tous les otages. Au départ, ont été kidnappés 251 personnes. Alors nous parlons, il en reste 55, 20 vivantes et 35 toujours malheureusement mortes. Nous voulons qu'ils reviennent. Et le second objectif, c'est la destruction, le démantèlement des infrastructures terroristes du Hamas
la fin de la menace du Hamas et une nouvelle situation sécuritaire pour Israël dans le sud. Et il se trouve que le nombre de victimes civiles dans cette guerre continue d'augmenter et suscite une sorte d'émotion à l'international avec de nombreux pays qui condamnent et accusent d'ailleurs Israël de perpétrer un génocide dans la bande de Gaza. Le mot génocide, je l'entends, mais je veux vous dire où il y a eu génocide. Il y a eu génocide le 7 octobre 2023. Là, le Hamas a véritablement perpétré une action génocidaire sans précédent. Les images qui ont été filmées par le Hamas prouvent les atrocités, montrent la violence, le crime commis par ces gens qui criaient victoire en tuant des enfants, qui appelaient leur mère pour leur dire « Regarde maman, j'ai tué 10 juifs, sois fiers de moi ». Ça, c'est du génocide. Depuis, nous sommes dans une guerre. Près de 25 000 membres du Hamas ont été éliminés. Il y a également des civils qui ont été tués malheureusement dans cette guerre. Mais les civils tués dans cette guerre à Gaza sont le résultat de la stratégie du Hamas et en aucun cas la volonté d'Israël. Ils vont continuer à critiquer, ils vont continuer à vouloir faire de la propagande contre Israël. Cette guerre est une guerre qui a été provoquée par le Hamas. Et d'ailleurs, elle peut s'arrêter cette guerre en 2 minutes. Si le Hamas dépose les armes et libère les otages, la guerre s'arrête. Et revenons sur l'aspect humanitaire qui fait parler également beaucoup. On parle de beaucoup de ce blocus humanitaire imposé par Israël et certains estiment qu'il y a une catastrophe humanitaire qui se prépare dans la bande de Gaza. Est-ce que vous avez conscience de cela? Vous savez, le blocus humanitaire, il a eu lieu à un moment donné quand l'aide humanitaire, plus d'1,78 million de tonnes de nourriture, sont entrés dans la bande de Gaza. On s'est rendu compte que c'était le Hamas qui volait l'aide humanitaire, qui s'en emparait, qui l'entreposait dans des entrepôts du Hamas pour la revendre à des prix exorbitants. Et dès le moment où on s'est rendu compte que le Hamas volait l'aide humanitaire, on a développé, ça a pris quelques semaines, un autre procédé pour que l'aide humanitaire entre dans la bande de Gaza avec des éléments américains, pas par le biais d'agences onusiennes, pour que le Hamas ne s'empare pas de l'aide humanitaire et la revende ensuite. Et aujourd'hui, alors nous parlons, là, aujourd'hui, plus de 12 ou 13 millions déjà de repas ont été distribués gratuitement par ce nouveau procédé. Nous allons l'accélérer, l'agrandir pour éviter qu'il y ait des poches de crise humanitaire. En aucun cas, Israël ne veut et ne désire qu'il y ait un chaos humanitaire. Et la question du cessez-le-feu, pourquoi Israël n'accède pas au cessez-le-feu? Non, c'est faux. Israël accepte un cessez-le-feu à condition que le Hamas libère les otages selon la proposition de l'envoyé spécial Steve Witkoff de la Maison-Blanche. Alors nous parlons, c'est le Hamas qui a refusé les conditions du cessez-le-feu et nous attendons toujours que le Hamas accepte, et tant qu'il n'accepte pas, nous continuons à le combattre et à le détruire. Merci de suivre pour nous cette actualité là-bas en Israël, Michael Tipkio. Ce 14 juin marque la journée mondiale du donneur de sang, célébrée cette année sous le thème « Donner du sang, donner de l'espoir, ensemble nous sauvons des vies ». Une journée pour saluer un geste volontaire, simple mais vital. Une question se pose tout de même, concrètement, qui peut donner son sang? Élément de réponse dans ce reportage signé Jacques-Patrick John et Justin Yanke. Le regard serein et les bras tendus, Fleur Toko, 36 ans, donne son sang à l'occasion de la journée mondiale du donneur. Un geste simple mais vital, destiné à sauver des vies dans les hôpitaux du pays. Ça fait plaisir d'aider, de savoir qu'il y a un malade, un Camerounais qui est malade et qui a besoin du sang. Et quand je donne de mon sang, ça lui sauve de la vie. Pour être éligible au don de sang, plusieurs critères sont requis. Le donneur doit être en bonne santé, âgé de 18 à 65 ans et peser au moins 50 kg. Les personnes présentant un comportement à risque ou une hygiène de vie incompatible avec les exigences médicales sont écartés. Les enfants ne sont également pas autorisés à donner leur sang. Les enfants ne peuvent pas donner le sang parce qu'il faut déjà savoir que les standards concernant le volume de sang recommandé est de 450 ml. Et les enfants, donc, généralement, chez eux, on a un volume sanguin qui est insuffisant. Entre 2019 et 2024, le Centre national de transfusion sanguine a enregistré des résultats notables en matière de couverture nationale. Une avancée qui témoigne des efforts constants pour garantir la disponibilité du sang dans les établissements de santé. Le nombre de poches de sang collectées a connu une augmentation significative, passant de 103
1359 poches en 2019 à 165 708 poches en fin 2024. Cette édition 2025 de la Journée mondiale du donneur de sang est célébrée sous le thème « Donnez votre sang, donnez de l'espoir. Ensemble, nous sauvons des vies ». Un appel à la générosité pour renforcer les stocks de sang si précieux pour les patients. Le don de sang sauve des vies, c'est un fait. Mais qu'en est-il de ceux qui donnent? Si le geste est salué pour sa portée humanitaire, beaucoup s'interrogent quels avantages pour les donneurs volontaires. Élément de réponse avec Jeune Jom 3 et Luc Mbondo. Les donneurs volontaires de sang font preuve d'altruisme. L'idée de sauver des vies, selon des spécialistes, représente un avantage psychologique. Confirmation des donneurs eux-mêmes au moment de justifier leur action citoyenne. L'avantage que j'en tire, c'est juste parce que je voudrais sauver des vies. Une fois aussi, moi, j'avais aussi reçu un don de sang. On vient de du sang parce qu'on veut accomplir un bon acte. On ne sait pas qui ça va sauver demain. C'est juste savoir qu'on est heureux de sauver quelqu'un. De nombreux hommes et femmes de tous les âges ont contribué ce 14 juin à réduire le gap de 160 000 poches de sang sur 400 000 escomptés en donnant volontairement de leur liquide de vie au cours d'une collecte organisée par le Centre national de transfusion sanguine CNTS. Selon des experts en la matière, chaque personne qui donne de son sang en tire avantage. On rajeunit même ce stock de sang puisqu'on a donné des cellules qui avaient déjà un certain âge. Quand on donne du sang, on a tout un bilan qui est fait et ce bilan est donné aux donneurs gratuitement. Si on a besoin de sang soi-même, on n'est plus, n'est-ce pas, astreint, on n'est plus contraint à apporter des donneurs. Bon à savoir, le don de sang a des vertus positives pour le fonctionnement de l'organisme. L'altruisme des donneurs de sang a été salué à travers la remise des diplômes à certains donneurs volontaires par le Centre national de transfusion sanguine. Dans l'actualité, à quelques mois de la présidentielle de 2025, eh bien, de nombreux conducteurs de moto-taxi affichent déjà leur volonté de voter. Ce matin, dans le 5e arrondissement de Douala, ils se sentent mobilisés pour s'inscrire sur les listes électorales. Une démarche qualifiée de patriotique par leurs syndicats. Les détails avec Junior Ossin et Henri Tinda. À l'approche de l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun, les conducteurs de mototaxi se bousculent ce matin pour se faire enrôler par Election Cameroun. Nous avons constaté que nous sommes déjà à quelques jours pour la convocation du corps électoral. Il était important déjà de ce que nous rappelions nos membres de famille, nos amis et connaissances, et surtout nos mototaximens, pour qu'ils puissent disposer de manière normale leur carte électeur. Pour ce fait, les professionnels de mototaxi, leurs amis et membres de la famille se sont mis en rang devant le poste d'enrôlement au lieu du carrefour Koto dans l'arrondissement de Douala 5e pour s'inscrire sur les listes électorales. De plus en plus, ces professionnels de la moto s'impliquent en politique. Par exemple, à Douala, nous avons un conseiller, Baleba Pagal, conseiller à Douala 3e. À Yaoundé, nous avons Bazou Atchoum, conseiller municipal à Yaoundé 4. Nous avons Marius, conseiller municipal à Yaoundé 3. Nous avons le président Oumarou, qui est conseiller municipal à Yaoundé 2. Toutes ces personnes-là sont des acteurs du secteur de moto bien connus et établis. Décider ainsi d'accomplir leurs droits et leurs devoirs citoyens en octobre 2025 est selon eux une prise de conscience vis-à-vis de la chose publique. Ne pas entrer dans le désordre, savoir les ont gardés, faire ce qui est utile pour eux, savoir ce qu'ils ont à faire. À travers les unes, ils pourront mieux revendiquer leur bien-être sans avoir recours au désordre dans les rues, souligne le syndicat national des conducteurs professionnels de la moto. Direction Bantou 3 dans le département du Ndé pour s'intéresser au développement local. Les habitants dénoncent un profond mal-être, manque d'eau potable, routes et écoles insuffisantes, autant de défis qui freinent l'épanouissement des populations. Face à cette situation, les activités du comité de développement ont été suspendues, une mesure prise par le maire de Baganté hier 13 juin 2025. Les détails avec Lesline Poumetia et Abraham Sarr. Localité située dans l'arrondissement de Baganté.
à l'ouest Cameroun. Ici, pas d'école primaire du sous-système anglophone. Dans ce village du 3e degré, les élèves venus des régions du nord-ouest et du sud-ouest sont obligés de se livrer aux travaux champêtres, faute de moyens. Si Batoum compte 1000 personnes, nous anglophones, nous sommes peut-être 800 ou 700 personnes. Nous n'avons pas d'école anglophone créée par le gouvernement. Nous voulons une école bilingue ici. La seule école primaire de ce village est en état de délabrement et il faut parcourir des kilomètres pour y arriver. Absence d'eau potable et de routes pour acheminer les produits champêtres plombe le quotidien des populations. Nous avons manqué d'eau potable. Nous, les jeunes agriculteurs de Bantoum, nous avons besoin des routes. Ce vendredi 13 juin, le ton monte, les langues se délient. Les riverains accusent le comité de développement et le chef du village de malversation. S'il vous plaît, Bantoum est là en désordre. C'est parce que depuis 3 ans, nous vivons dans la haine, dans la rancune. Parce qu'il y a un individu en connivence avec sa majesté, il fait usurpation de titres. Nous retrouvons le chef du village au marché de Batoum 3. Il rejette ces accusations. Les petits enfants ne peuvent pas me piétiner à Batoum 3. Il disait qu'il ne connaît pas causer français. Hein? Je n'ai rien dit. Pour le comité de développement là, j'ajourne dans le village. Face à toutes ces doléances, le maire de Baganté est descendu sur le terrain, s'enquérir de la situation. C'est de venir les rassurer, venir ensemble voir comment on peut régler les problèmes qu'ils ont. On voit de très près comment déjà faire des forages, parce que l'eau c'est la vie. Il y a des choses sur lesquelles on va travailler. Je pense qu'ils sont réalisables et on va les réaliser. Situé sur la nationale numéro 4, Batoum 3 est un village cosmopolite où plusieurs déplacés internes ont trouvé refuge. Ici, des promesses sont faites pour l'amélioration des conditions de vie de ses habitants. Eux aussi souhaitent l'amélioration de leurs conditions de vie. Longtemps fragmentées, les transporteurs de la région du Sud se dotent enfin d'un bureau régional. Objectif, faire front face à la concurrence des clandestins, aux routes dégradées, aux contrôles multiples et à l'insécurité croissante sur les corridors. Ambroise Foguet, reportage. Dans la région du Sud, les transporteurs lèvent la voix. Confrontés à des routes impraticables, à des contrôles routiers jugés excessifs et à une concurrence souvent déloyale, ils viennent d'unir leurs forces en se dotant d'un bureau régional du groupement des transporteurs terrestres du Cameroun. Une initiative visant à réglementer un secteur longtemps marqué par la dispersion des acteurs. Nous mettons en place un système de dialogue inclusif afin de défendre efficacement les intérêts de nos membres et accompagnons l'État dans la mise en œuvre des politiques gouvernementales en matière de transport. À la manœuvre, un homme, Martin Sidouane Bia, élu à la tête du bureau, il promet de faire de la concertation un levier d'action pour relever les défis du secteur. Ce n'est qu'une question de temps. Je promets une transparence, un travail d'ensemble. Parmi les urgences, le plaidoyer pour la réhabilitation des tronçons critiques, souvent défoncés et source de retard. Autre point de crispation, les contrôles à répétition. Les chauffeurs dénoncent des pratiques parfois arbitraires, synonymes de ralentissement et de pertes économiques. Autre fléau, les surcharges persistants. Malgré les postes de pesée, certains camions continuent d'user prématurément des axes, faute de régulation stricte. Avec ce nouveau bureau installé par Albert Liankoum, conseiller technique du président national, les transporteurs espèrent peser davantage dans les décisions publiques, promouvoir des pratiques responsables et mieux défendre leur profession. Le chantier est vaste, mais pour les transporteurs de la région du Sud, l'union pourrait bien devenir leur plus courte route vers la solution. Parlons éducation et plus précisément enseignement supérieur, le Cameroun s'allie aux États-Unis pour offrir aux étudiants des formations professionnalisantes et professionnelles de haut niveau. Un partenariat stratégique vient d'être signé à Yaoundé entre Credo Engineering, le groupe américain JetWise et des universités prestigieuses telles que Harvard University et Trine University. Un projet porteur d'enjeux académiques et technologiques majeurs pour le Cameroun. Le reportage est signé Daniel Anissé-Boudier et Michel Foucault. Dans une dynamique de modernisation et d'ouverture internationale, Credo Engineering franchit une étape déterminante dans son développement. Le centre signe ce 13 juin 2025 à Yaoundé une convention de partenariat avec le groupe américain JetWise. L'initiative s'inscrit dans une volonté d'offrir des formations professionnalisantes accréditées
allant du BTS au master, en passant par la licence. Wonderful opportunity, and we're really pleased to be welcomed so well in this country, and we look forward to making a positive impact on the lives of the citizens here, as well as those seeking higher education, and our cooperation with Professor Justine and the different programs that are being implemented along the way. Avec des accréditations internationales déjà obtenues auprès d'universités de renommée, à l'instar de Harvard Business School Online et Trine University, l'institution se positionne comme un acteur clé de l'enseignement supérieur professionnel au Cameroun. Nous avons pensé qu'il était temps de rapprocher l'éducation de notre jeunesse, une éducation de qualité. Et cette université, effectivement, elle est élitiste, elle est très sélective, mais en même temps, elle est prestigieuse, elle donne une formation de qualité. Lorsqu'il y a 2 CV, 2 certifications qui sont posées sur la table des responsables des ressources humaines, lorsqu'on voit Harvard University, on se ressaisit encore un peu, on met d'abord tout le reste de côté, on examine bien avant de revenir voir ce que les autres offrent. Donc c'est pour nous, je le dis de mon cœur, c'est l'opportunité du siècle. 3 grands domaines sont mis en avant: droit, économie et gestion, sciences humaines et sociales, et sciences, technologies et santé. Faisons à présent un voyage fascinant au cœur de l'identité et de l'élégance sahélienne. La chéchia s'impose comme un emblème puissant dans l'habillement masculin. Elle incarne à la fois un héritage culturel, un sens aigu de l'esthétisme et une dimension honorifique qui la rend irremplaçable. Découvrons ensemble comment ce bonnet emblématique continue de tisser les liens entre tradition et modernité, porté avec fierté par des hommes, lui jurant une fidélité inébranlable. Alain Gislain Kanga, Aïssatou Bouba. Tel un drapeau flottant sur le front, la chichia s'impose comme un symbole incontournable de l'élégance masculine à Garoua et au-delà dans tout le Sahel. Chaque marché est une véritable galerie d'art à ciel ouvert, où il se décline en une myriade de formes et de couleurs, chacune racontant une histoire, affirmant une identité. De chéchia du nom de Dianaboka, dont le prix varie de 100 000, 60, 50 000. Les dessous varient de 15 000 à 5 000, voire d'autres qui viennent de la Mecque, dont le prix varie de 15 000 à 10 000 francs CFA. Pour que ces chichias continuent de rayonner de leur splendeur, des mains expertes entrent en scène, prenant en charge leur nettoyage. Un processus méticuleux qui redonne vie à ces accessoires emblématiques. Le bonnet ou le chicha, comme vous voulez, fait partie intégrante du code vestimentaire dans le Sahel et fait partie intégrante du code de responsabilité dans cette partie. Dans les rues animées de Garoua et dans les autres villes du Septentrion, c'est une signature visuelle, une marque d'identité qui témoigne de la richesse culturelle de la région. Ils sont aussi un symbole d'élégance et de tradition. Le chéchia représente pour nous un objet essentiel dans l'accoutrement vestimentaire. Ça nous rend beau et ça protège également du soleil. Il y a le soleil parfois dans la ville qui est assez, dont le degré est assez énorme. Le chéchia pour nous est un élément très essentiel et donc on invite aux autres de pouvoir prendre cette habitude-là. Ce bonnet est un symbole puissant d'appartenance. Il ancre l'homme dans son héritage culturel, racontant des histoires de traditions séculaires et de lignées ancestrales. Il y a des différents bonnets. Il y a le vorondé qui est rouge, blanc et noir. Il y a le minista qui est ça et là. Mais le chéchia, pour un homme sahélien, je peux aller loin et dire que c'est une obligation. Parce que vous ne pouvez pas porter un gandoura sans mettre le chéchia. Ce n'est pas possible. Pour les hommes de Garoua, la chichia est une partie intégrante de leur identité vestimentaire, une tradition profondément enracinée qui, de toute évidence, est là pour durer encore très longtemps.
Dans le même chapitre, cette fois en littérature, Viviane Okenga invite à une véritable introspection pour redéfinir ses choix. Son ouvrage, La pyramide des choix primordiaux, mêle développement personnel, coaching spirituel et psychologie. La dédicace tenue hier soir à Yaoundé a rassemblé un public nombreux dans une ambiance conviviale. La note de lecture et la cérémonie de dédicace avec Joël Diom 3 et Justin Yanke. Exactement 22 003 mots, 15 chapitres et 151 pages ont suffi à Viviane Okenga pour pénétrer l'intérieur humain entre spiritualité, psychologie et développement personnel. Son ouvrage, La pyramide des choix primordiaux, recentre les centres d'intérêt et invite les lecteurs et plus généralement tout le monde à une introspection. J'invite chacun à rebâtir, n'est-ce pas, sa vie sur des priorités essentielles, intemporelles et profondément transformatrices. C'est-à-dire s'occuper de sa santé, la famille, la postérité. Après, on intègre la dimension divine. La dédicace tenue ce 13 juin à Yaoundé réunit du beau monde. Dans la salle, des adolescents se mêlent aux adultes. Cet ouvrage interpelle sur la place accordée à Dieu. De nombreux acquéreurs du livre ont reçu la griffe de l'auteur pour la postérité. L'éditeur, lui, a été séduit par la pertinence du livre. On a beaucoup plus misé sur la pertinence. Dans ce livre-là, elle décrivait la manière par laquelle on quitte de zéro. D'aujourd'hui, on a besoin du cheminement. Au-delà d'une simple dédicace, et artiste, jongleur. Le temps d'une soirée, l'humour a pris le contrôle de Douala. Marcus et son écurie ont enflammé la scène de la falaise d'Aïmon pour la 11e édition du stand-up party. 3 artistes gabonais étaient à l'honneur, Manitou, Yann Koko et Chambre à louer, des invités spéciaux qui ont marqué le public. À leur côté, des humoristes locaux qui ont une fois de plus démontré leur talent. Haroun Nazira et Serge Tachemo reviennent sur les temps forts de ce spectacle. La salle en ébullition dès l'entrée de l'humoriste Manitou. Le comique gabonais a marqué le public par sa prestation. Il n'est pas le seul humoriste étranger. Encore pris là des soirs, quand je trouve un public aussi accueillant, il n'y a rien de plus beau. La scène a permis aux nouveaux stand-up de faire leurs preuves. Tel est le cas du Gonbassa, les Freeboys, Freddy Mancui et Joyce Saladé qui ont conquis le cœur du public. Le comité d'organisation du stand-up party 11 a tenu à mettre les femmes au devant. Dans 3 pays, cette année, on a eu 4 femmes dans le stand-up. De coutume, parfois c'est une seule. D'habitude aussi, parfois le parrain du stand-up, c'est souvent un homme. Mais cette année, notre parrain, c'est Monica. Je me sens comme une maman avec ses enfants. Et c'est vraiment, c'est un grand honneur. Voilà, que Marcus puisse dire que je suis la marraine de cet événement. Et c'est ma première fois de faire du stand-up, il faut que je le dise aussi. C'était une expérience. La 12e édition du stand-up se prépare. C'est comme on répète dans la salle. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Je vous dis merci de l'avoir suivi. Merci de rester fidèle au programme.